Bon, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette dernière conférence du LINE pour le printemps, mais sachez qu'on sera de retour à l'automne. Donc, le LINE, c'est le laboratoire d'intégration du numérique en enseignement de la traduction, qui est un groupe de recherche proche de l'Association canadienne des écoles de traduction. Son objectif est d'encourager la recherche en français orientée vers les innovations technologiques et pédagogiques touchant la formation à l'ère du numérique. Le noyau de l'équipe du LINE est composé de Valérie Florentin, d'Éric Poirier, de René Desjardins et d'Émilie Gobeil-Roberge. Je vous rappelle toujours que le groupe a été mis sur pied grâce à l'aide inestimable de Zélie Guével. Nous tenons à souligner le soutien financier de l'Université Laval, de l'UQTR, de l'Université de Saint-Boniface, du Collège Glendon et du CRSH. Avec l'été qui s'en vient, je martèle que le LINE, c'est aussi un blog, qu'on a un appel à billets d'ouvert en continu et que surtout, on offre des bourses de rédaction d'une valeur de 350 aux personnes étudiantes, tous cycles confondus. Donc, encouragez-les. La conférence de ce matin, qui est prononcée par Anne-Marie Caravella, s'intitule L'apprentissage expérientiel subventionné par le CEWIL ECAIT, retour d'expérience pour 2 cours du baccalauréat en traduction professionnelle de l'Université de Sherbrooke. Anne-Marie est traductrice agréée à l'OTIAC depuis 2005. Elle est diplômée en sciences économiques, en traduction et en traductologie et en administration des affaires. Elle enseigne régulièrement depuis 2007 dans différentes universités québécoises, notamment l'Université de Sherbrooke, l'UQTR et l'Université de Montréal. Son rôle d'étudiante au microprogramme de troisième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur lui permet de continuer de jeter un regard neuf sur la pédagogie et les moyens d'enrichir son enseignement. Ses domaines d'expertise sont l'enseignement universitaire, la traduction financière et marketing et la gestion des processus intégrant les technologies langagières. Donc, merci Anne-Marie d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie, Alexandra et tout le monde qui avait fait l'effort de snober le beau temps pour être devant votre écran. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien la page de titre? Parfait. Alors merci beaucoup pour, la présentation, Alexandra. Je précise d'ailleurs que, c'est à titre de chargée de cours que j'interviens ce matin, que je ne représente donc aucune institution en particulier. Encore moins le Seawill et ça sera plus facile, que je le prononce Seawill que, en le mettant au long. C'est un organisme subventionnaire dont j'ai beaucoup apprécié le soutien, mais dont j'ai du mal à prononcer moi aussi le le nom. Heu, hem, donc c'est vraiment à titre personnel, plutôt même en tant que, qu'étudiante en pédagogie, que j'ai voulu parler de cette expérience. Hem, Certains éléments de l'expérience, sont non pas confidentiels, mais appartiennent par droit d'auteur et par contrat à l'université de Sherbrooke ou à Sewell ou au client. Alors vous allez peut-être trouver que, dans certaines diapositives, j'ai, inséré peu de détails et d'illustrations, simplement parce que, je n'ai pas encore la certitude de pouvoir diffuser ce détail ou ces illustrations, ces extraits, mais je vous en parlerai bien volontiers. Hem Il s'agit donc de surtout d'un retour d'expérience. J'ai intitulé la présentation comme cela, parce qu'il ne s'agit pas il ne s'agit certainement pas d'une recherche, ni scientifique, ni même universitaire, mais plutôt d'un exposé de l'occasion qui m'a été donnée par Seawill de faire subventionner ce que, je faisais déjà dans 2 cours, mais gratuitement pour les étudiants et là, ils ont eu accès à une subvention. Hem, J'aimerais d'ailleurs savoir si dans l'assistance, des personnes ont déjà reçu une subvention du Seaworld. Ça va me donner une idée du degré de détail dans lequel, je vais entrer peut-être ou en personne. Alors je vais vous le présenter, vraiment à partir du début. Donc merci encore pour l'invitation, c'est parti. Donc le Seaworld,
ou en français ECAIT, et vous allez voir qu'il y a un flottement terminologique dans la désignation en français qui ne fait pas partie de mon sujet, mais qui est quand même assez étonnant. C'est l'association pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage intégré au travail. Donc WIL, en français AIT, apprentissage intégré au travail, qui est anciennement l'Association canadienne pour l'éducation coopérative. Elle a pour mission de développer la capacité des étudiants par le biais de l'apprentissage intégré au travail. Et évidemment, je vais avec des extraits de cet organisme définir ce qu'est l'apprentissage intégré au travail. Donc le flottement terminologique dont je vous parlais, ECAIT, AIT pour apprentissage intégré au travail, mais plusieurs documents, dont à droite, vous voyez une capture d'écran de la chaîne YouTube du SeaWorld, plusieurs documents officiels provenant du SeaWorld nomment l'organisme ECAMT pour apprentissage en milieu de travail. Ce que je trouve assez surprenant, puisqu'il semblerait que l'organisme hésite entre deux appellations officielles en français. C'est SeaWorld en anglais et ECAIT ou ECAMT en français. Pour moi, c'est comment dire, une anomalie qui souligne surtout le flottement terminologique pour désigner toutes ces formes d'apprentissage expérientiel, toutes ces formes de mise en relation de la pratique et de la théorie dans l'enseignement en classe ou hors classe, justement. On a encore du mal, je pense, à catégoriser de manière consensuelle toutes les formes d'apprentissage. Euh, D'où l'intérêt justement de parler de ce qui se fait en réalité plutôt que de parler en théorie de ce qui pourrait se faire. Alors c'est plutôt anecdotique, mais quand même, pour nous qui sommes intéressés par la terminologie, assez surprenant que l'organisme lui-même hésite sur la manière de se désigner. Alors, il existe évidemment plusieurs définitions du concept, mais une définition assez claire est tirée du dictionnaire actuel de l'éducation de Legendre. L'apprentissage expérientiel, donc c'est le cadre général dans lequel s'est située cette innovation pédagogique. C'est un modèle qui préconise la participation à des activités dans des contextes les plus rapprochés possibles des connaissances à acquérir, des habiletés à développer et des attitudes à former. C'est vraiment dans cette optique-là, le contexte le plus rapproché possible de ce que vont vivre les étudiants en situation professionnelle, que je me suis intéressée à la question. Sur un plan, comment dire, chronologique, j'ai été séduite par l'apprentissage expérientiel dans le cadre des cours il y a déjà une bonne dizaine d'années, quand l'Université de Sherbrooke m'a accordé un financement pour transformer le cours de terminologie de manière à le rendre le plus inclusif possible. Et une des manières de m'adresser à une clientèle étudiante diversifiée a été de les faire travailler en équipe sur le mode de la collaboration, mais très ouverte, avec une très grande souplesse comment dire, d'exploitation de leur profil. Concrètement, s'ils devaient faire un exposé sur le glossaire qu'ils voulaient présenter, ils avaient le choix de monter ou non sur scène. Certains pouvaient préférer rester dans l'ombre, d'autres préféraient être à l'avant et vraiment présenter en public. Mais à toutes les étapes du projet, j'ai cherché à faire la même chose. Donc, si dans le travail d'équipe, certains voulaient passer 100% de leur temps à faire du travail en bibliothèque, alors que d'autres voulaient passer 100% de leur temps à interagir avec les spécialistes de manière personnelle, je les laissais s'organiser comme ils voulaient. Et pour ce faire, j'ai trouvé que le projet concret était le bon point commun dans toutes ces diversités. Donc, j'ai cherché à faire des glossaires depuis à peu près une dizaine d'années dans le cours de terminologie avancée. Vous allez me dire, c'est un peu une évidence, hein, faire des glossaires en cours de terminologie, mais non pas leur montrer des glossaires, non pas créer des fiches devant eux, mais leur faire créer des fiches, leur faire créer un glossaire qui soit une unité
cohérente en réponse à un besoin d'expression des usagers défini. Vous voyez que je m'en vais vers, la collaboration avec un client, authentique, un projet authentique. Ça n'a pas toujours été le cas. Parfois, les projets que j'ai laissé faire, choisir aux étudiants étaient des projets authentiques. Parfois, c'était des projets simulés et bien évidemment, moi, je préférais pour, ce que j'avais à leur faire passer, les projets authentiques. Malheureusement, il n'a pas toujours été possible de trouver un client pour des projets authentiques et dans ce cas-là, je demandais aux étudiants de simuler un projet au mandat duquel ils devaient se tenir ensuite par la suite. Est arrivé, en 2024, début 2024, est arrivée cette rencontre avec, un organisme de l'université de Sherbrooke qui est extrêmement actif, le PRESE, P-R-E-S-E, extrêmement actif pour, faire se rencontrer les communautés, de l'enseignement en Estrie et cet organisme m'a parlé, des bourses iHub. Donc c'est en début 2024 que j'en ai entendu parler. En fait, printemps 2024 parce qu'il me restait 3 jours pour déposer des projets. Les projets se terminent, doivent être déposés avant fin mai chaque année et je pense que c'est, le 19 mai ou le 25 mai que j'en ai entendu parler. Mais j'ai vraiment été très intéressée puisque cet organisme propose justement de subventionner des projets d'apprentissage expérientiel. Une autre définition de l'apprentissage expérientiel est tirée du document cadre sur la formation axée sur l'apprentissage expérientiel à l'Université Laval. Et c'est moi qui ai mis en relief en bleu des éléments de cette définition. Donc, un processus dynamique de construction des savoirs. Donc, il s'agit vraiment d'interagir avec un besoin. L'enseignant se présente comme un accompagnateur. C'est déjà ce qu'on fait dès qu'on a un travail d'équipe. Donc c'est de l'encadrement plus que et de l'accompagnement plus que de l'enseignement magistral et le but également de confronter les étudiants à un client authentique ou à un mandat concret, c'est de développer leur jugement critique et leur capacité réflexive. C'est-à-dire que les étudiants sont les experts de leur propre projet. Bien souvent, ils choisissent de travailler ou bien ils travaillent pour un vrai client sur un domaine que moi, je ne connais pas. Donc, ils ont beaucoup de choses à m'expliquer, hein. Ça n'est vraiment la formulation de la réflexion, le sens de cette formulation est inversé. Elle provient de l'étudiant vers moi pour que je puisse répondre à leurs questionnements. Il faut qu'ils mettent en contexte leur questionnement. Il faut qu'ils me fassent passer les connaissances dont j'ai besoin pour, comprendre leur questionnement. Pour vous donner un exemple concret, j'ai également, fait un projet d'apprentissage expérientiel, non subventionné cette fois, à l'Université de Montréal cet hiver, et une équipe a choisi de travailler sur, la terminologie des moteurs à fusion nucléaire et plus spécifiquement des moteurs à fusion nucléaire à confinement magnétique. Alors ne me demandez pas de vous expliquer ce que c'est, même si j'en suis un peu plus capable qu'il y a 3 mois grâce à eux. Mais vraiment, c'est une illustration du fait que pour que je puisse répondre à leurs questions de méthodologie en terminologie, il a fallu qu'ils m'expliquent sur quoi ils travaillaient et pourquoi, par exemple, la fiche bobine magnétique leur posait des problèmes. Eh bien, il a fallu qu'ils m'expliquent qu'il y avait 16 heu, sortes pas bobine magnétique, pardon. Bref, vous voyez, je me souviens plus du terme, mais un type de bobine pouvait se décliner en 16 sous-types de bobines, dont les conséquences pour les ingénieurs en fusion nucléaire étaient extrêmement variées. Donc tout ça pour dire que, encore une fois, les étudiants, choisissant un sujet qui les intéresse, doivent développer leur capacité réflexive et se trouver indépendants, devenir indépendants, en fait, de mes propres connaissances. Ça, je trouve que c'est un aspect extrêmement intéressant de l'apprentissage expérientiel sur un sujet choisi. Hem D'autres aspects sur lesquels insistent certaines définitions, ça c'est tiré encore une fois du document cadre de l'Université Laval. Le but est que la théorie prenne vie. Alors sur le plan de la motivation de l'apprentissage, je trouve cet objectif, très pertinent
puisque ça soutient l'intérêt des étudiants pour les sujets pédagogiques. Ils comprennent grâce à l'apprentissage expérientiel et encore plus si le client est réel, que ce qu'ils font, ce qu'ils apprennent, les compétences qu'ils acquièrent euh, existent au-delà du baccalauréat, existent dans le milieu professionnel, doivent être mises en pratique avec des vrais gens pour de vrais besoins. Il se trouve que pour l'instant, les sujets choisis n'ont pas une grande incidence euh, sur comment dire, euh, sur la vie des gens, mais ça pourrait être le cas. Je m'attends à ce qu'un jour, on me propose de travailler sur un glossaire, je ne sais pas moi, sur euh, les armes en zone de guerre, l'implication des civils en zone de guerre, ou euh, les féminicides, ou la protection de l'enfance. Ou moi, je sais que mon intérêt pour la terminologie est né d'une révision bilingue d'un ouvrage sur l'adoption et l'attachement parental, l'attachement des enfants et l'attachement des parents. Donc, ces sujets-là sont parfois extrêmement sensibles et ont de vraies conséquences dans la vie des gens. Alors, le fait que la théorie prenne vie, je pense, est un bon moyen de chercher à faire prendre conscience aux étudiants qu'ils ont un rôle à jouer dans la vie des gens grâce à leur traduction, en l'occurrence, ou grâce à leur fiche terminologique. Et bien sûr, il s'agit également de les mettre le plus possible en contact avec leur profession future, non seulement sur le plan de la théorie et de la méthodologie, mais également sur le plan du contact, de la relation client. Plus spécifiquement, l'apprentissage expérientiel étant le générique, une des sortes d'apprentissage expérientiel, c'est l'apprentissage intégré au travail. Le terme est flottant, mais la notion est assez claire. L'apprentissage intégré au travail intègre aux études des expériences d'apprentissage en milieu de travail. Donc, on parle de stage, on parle d'intervention, par exemple, pour les sciences infirmières, d'intervention en hôpital. On parle pour le travail social, d'intervention auprès des clientèles euh, vulnérables. Dans notre cadre, ici, dans le cadre de la terminologie ou de la traduction, j'ai plutôt repéré l'utilité d'expériences d'apprentissage dans un cadre pratique. Je n'ai pas envoyé les étudiants en milieu de travail. J'aurais pu le faire, d'autres l'ont fait. Ici, pour ces deux expériences-là, c'est plutôt le cadre pratique qui fait qu'il s'agit d'une expérience d'AIT. L'AIT se produit dans le cadre d'un cours ou d'un programme et spécifiquement, si elle se produit dans le cadre d'un programme, pardon, d'un cours ou d'un programme, il s'agit d'un apprentissage pédagogique. Donc, vous avez ici un résumé illustré, un peu plus clair peut-être, tiré du site web du CWIR, qui vous montre que l'apprentissage par l'expérience, c'est un générique. Nous en faisons tous et toutes, parfois sans le savoir. Le fait de faire des simulations, des études de cas, c'est de l'apprentissage expérientiel. Plus spécifiquement, lorsqu'il y a un véritable partenariat avec un client ou un employeur, alors c'est de l'apprentissage intégré au travail. L'autre intérêt de cette illustration, en plus de situer le spécifique par rapport au générique, c'est que le CWIL énumère tout un tas de situations d'AIT. Dans cette liste, vous ne trouverez pas l'exécution d'un contrat de façon autonome. Je remarque quand même qu'à part entrepreneuriat, beaucoup des situations d'apprentissage au travail supposent le salariat ou le lien d'emploi, en tout cas. Or, en traduction, nous avons également un tissu très important de travailleurs autonomes, et en particulier pour la terminologie, la dimension projet appelle naturellement à l'exécution de façon autonome. Donc ici, j'ai eu un petit peu de mal à savoir au début si je pouvais faire une demande de subvention dans la mesure où nulle part dans cette liste ne m'était proposé l'exécution d'un mandat en tant que professionnel autonome. Il se trouve que j'ai eu le soutien
d'une personne fantastique à l'université de Sherbrooke qui m'a accompagnée, qui nous accompagne sur le dépôt des projets, mais son rôle vient de disparaître. C'est pour ça que je ne la mentionne pas non plus, mais je vais devoir me débrouiller. Nous allons devoir nous débrouiller pour les prochains projets, déposer tout seul nos projets. Et je suis bien contente d'avoir fait mon premier avec une accompagnante parce que c'est elle qui m'a dit, non, non, ça rentre dans l'AIT, même si c'est un mandat de professionnel autonome. Il y a pas mal, vous allez voir, il y a pas mal comment dire, de contraintes édictées par l'organisme subventionnaire qui en réalité étaient plutôt souples. Donc la première était celle-là. Donc si on récapitule, ça c'est moi qui vous ai fait le schéma à droite, l'apprentissage expérientiel, dès qu'on parle de pratique, de situation pratique, on parle d'apprentissage expérientiel. Dès qu'il y a un milieu de travail ou un partenariat avec un client, cet apprentissage expérientiel devient plus spécifiquement un apprentissage intégré au travail. Et dans les différents types d'apprentissage intégré au travail, on connaît bien le stage coopératif, mais on connaît peut-être moins ce que j'ai fait, l'expérience de travail. On appelle également, enfin que le CWIL appelle également stage de type expérience professionnelle. L'expérience de travail, c'est un modèle plus souple, moins traditionnel que le stage, qui permet de créer pour les étudiants un apprentissage par l'expérience autodirigée. Tout ça, pour moi, ce sont des manières de dire que c'est très souple, qu'on a en fait un objectif à atteindre pour le client et qu'il faut atteindre cet objectif en mettant en application les apprentissages et la méthodologie. Le reste, en fait, étant très peu contraint. Et ça m'a beaucoup plu pour une première expérience subventionnée. Le client nous a laissé beaucoup de liberté. J'ai choisi un client qui pouvait nous laisser beaucoup de liberté, alors qu'en stage, on a quand même énormément de contraintes, soit par le service des placements, soit par le client, l'entreprise employeur elle-même. Là, les normes à respecter, du point de vue du client, étaient un terrain vierge. Donc, j'ai pu inciter les étudiants à se concentrer sur les normes à respecter sur le plan méthodologique, soit en traductique, soit en terminologie. Donc, je reviens maintenant à la subvention elle-même. Sur le plan pratique, en quoi consiste cette subvention? Puisqu'encore une fois, l'apprentissage intégré au travail, plutôt intégré à un mandat de clientèle, j'en faisais déjà avec les étudiants depuis quelques années, mais simplement dans le cadre pédagogique, sans subvention. Cette subvention est venue faciliter les conditions de ces projets expérientiels en fournissant un financement. Alors, en quoi consiste ce financement? Donc, chaque année, ECAIT, donc CWIL en anglais, ECAIT en français, lance un appel de proposition. Depuis 2 ans, malheureusement, cet appel de proposition ne concerne que les cours de l'automne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement pour les cours de l'hiver, pour des raisons budgétaires, j'imagine, et on espère que certaines années, le financement sera accessible aussi bien pour l'automne que pour l'hiver. Et donc, l'organisme, là, je vais maintenant parler du carrefour iHub et je vais désigner à partir de maintenant la subvention reçue comme une subvention iHub. iHub, c'est le carrefour de l'innovation. iHub. Ils n'ont pas traduit le nom du carrefour, mais on peut le désigner par carrefour de l'innovation. Et c'est le carrefour iHub qui propose des subventions, finance les occasions d'apprentissage intégré au travail qui sont pédagogiques. Alors, encore une subdivision. On a vu ce que c'était que l'AIT. L'AIT pédagogique, je l'ai précisé en dessous, c'est précisé dans l'appel de proposition. Ça veut dire que l'activité a lieu dans le cadre d'un cours crédité, d'une activité en tout cas créditée dans le programme. Concrètement, ça voulait dire que je devais d'abord avoir un cours à enseigner. Je suis chargée de cours et non professeur, donc je sais plus tard qu'un professeur quand un cours m'est attribué. J'ai la chance à l'Université de Sherbrooke d'avoir une relation avec la directrice de programme qui m'informe dès que c'est officiel, juste avant que ce soit officiel, des possibilités que j'ai un cours, mais ça n'est jamais certain.
Alors ça, c'est une particularité du statut de chargé de cours par rapport à un statut de professeur pour la prévision des possibilités de réponse à un appel de proposition. Ça joue sur le calendrier, tout simplement, pas sur le reste, mais c'est quand même un critère intéressant, enfin important à prendre en compte. Donc, il faut que l'activité ait lieu dans le cadre d'un cours, donc entre la première et la 15e semaine du cours, obligatoirement. C'est un dimensionnement de l'activité qui est assez contraignant, que j'ai trouvé contraignant, surtout donc en tant que chargé de cours. Autre contrainte, le client doit être un partenaire privé ou un OBNL. On ne peut pas avoir monté une activité dans le cadre de laquelle les étudiants travailleraient pour une université ou pour un organisme gouvernemental. Ça aussi, ça a été compliqué parce qu'il a fallu trouver un client qui soit admissible. Or, plusieurs des clients qui m'ont approché ou que j'ai approché étaient des universités ou des instances universitaires. Il a fallu rejeter ces clients-là et chercher en l'occurrence, un OBNL qui soit intéressé par le partenariat. L'offre de subvention, c'est essentiellement une bourse. Il y a d'autres éléments du budget, mais l'intérêt, la caractéristique de la subvention, c'est que les étudiants reçoivent une bourse, à condition qu'ils soient canadiens, une bourse qui doit se situer entre 200 $ et 2000 $ par personne. La bourse couvre également, enfin la subvention couvre également diverses dépenses, évidemment, dont la liste des catégories est limitée. Nous avons ciblé, à ma suggestion, 2 cours, donc dont je savais déjà à ce moment-là qu'ils m'étaient attribués, parce que ça doit être fait avant de faire la demande, mais c'est pour ça que ça m'a laissé à peu près 3 jours pour, faire, le dépôt. Hem, En l'occurrence, traductique et terminologie. Donc en traductique, la subvention visait 12 étudiants dont une n'était pas plus une qui n'était pas canadienne et qui n'était donc pas admissible. Nous avons trouvé 2 partenaires, un client et un partenaire technique. Donc le client était un OBNL, le partenaire technique un éditeur de logiciels, puisqu'il s'agissait d'un cours de traductique. Le projet consistait à traduire un lexique sur l'entrepreneuriat scientifique, le client TTS étant un organisme de valorisation scientifique, donc qui met en relation des étudiants entrepreneurs et le marché pour leurs innovations. Donc le client souhaitait en fait valoriser le travail des étudiants entrepreneurs, aussi bien en anglais qu'en français. Il disposait d'un lexique rédigé au départ en anglais et était donc prêt à nous confier la traduction de ce lexique. J'ai également pu, grâce au budget, inviter une conférencière et financer la participation des étudiants au congrès de l'OTIAC de cette année-là, 2024. Là, vous avez un extrait du document à traduire, donc Entrepreneurship Lexicon. Je reviendrai sur la manière dont les étudiants se sont séparés les tâches. Le deuxième cours ciblé à l'Université de Sherbrooke, ça a été le cours de terminologie avancée. Son titre détaillé est terminologie et traduction spécialisée, mais je l'appelle ici pour les besoins d'implantation terminologie avancée parce qu'il y a avant ce cours un cours de terminologie qui présente les bases théoriques de la recherche documentaire et de la rédaction de fiches. Ce cours-ci est orienté essentiellement vers la mise en pratique de cette méthodologie pour la constitution d'un glossaire. Il se prêtait donc bien à l'apprentissage expérientiel. Ce cours-là comptait 14 étudiants pour le même client. Il fallait quand même simplifier la conception des 2 projets. Ce client-là était très demandeur de travail étudiant, donc je l'ai retenu également pour le deuxième projet. Et il s'agissait là de constituer un glossaire de 50 à 70 termes sur l'entrepreneuriat scientifique. Vous voyez ici, j'espère que c'est lisible sur votre écran, même sur fond noir, j'ai dû copier l'image, le mandat que nous avons établi au début du projet pour ce client, donc bâtir un glossaire
de l'entrepreneuriat scientifique dans le but de faciliter les communications pour les personnes qui veulent rédiger ou répondre à un appel de projet. Le client avait constaté que toutes les personnes qui s'intéressent aux projets d'entrepreneuriat scientifique subventionnés n'employaient pas le même vocabulaire pour désigner les mêmes concepts et encore moins disposaient d'un vocabulaire en anglais et en français désignant les mêmes concepts. Donc c'était vraiment pour faciliter la communication et la mise en place de projets subventionnés dans l'entrepreneuriat scientifique que le client souhaitait disposer d'un glossaire. Donc, nous avons demandé et obtenu environ 14 000 de subventions par projet, ce qui est une subvention relativement généreuse. Et relativement et généreuse sont deux mots aussi importants l'un que l'autre, hein. Il y a de plus grosses subventions, mais pour une chargée de cours, il n'y a pas beaucoup de subventions accessibles, encore moins des subventions de ce montant-là. Ça m'a permis de demander une bourse de 500 par étudiant et une allocation de 325 par étudiant qui s'inscrirait au congrès. L'inscription, enfin la participation à cette activité était facultative, mais si l'étudiant s'inscrivait au congrès, il ou elle pouvait se faire rembourser 325 de frais d'inscription et de transport. J'avais également demandé un cachet de 700 pour un conférencier ou une conférencière. Les contrats, donc ça c'était mon choix, hein. C'est moi qui ai choisi de demander ça et vous allez voir que la première expérience fait que je vais demander autre chose ou demander les choses un petit peu différemment pour une deuxième subvention cette année. À voir si je l'obtiendrai, mais ça va être un peu modifié. Donc ceci a été accordé et le contrat qui a été établi pour chacun des cours, hein, donc un contrat entre l'U2S, donc à ma demande, mais c'est l'U2S qui signe, entre l'U2S, l'Université de Sherbrooke et l'organisme Sewell. Ce contrat stipulait que les étudiants devaient donner des données personnelles, donc qui ne sont pas gérées par moi évidemment, qui sont gérées par l'Université de Sherbrooke pour en protéger la confidentialité, mais les étudiants quand même doivent donner des données personnelles, ce qui peut être vu comme une contrainte pour les étudiants. Ils ont évidemment la liberté de refuser. Dans ce cas-là, ils ne participent pas au projet subventionné. Autre contrainte, les fonds devaient être dépensés avant la fin de la période du projet. Ça tombe sous le sens, mais retenez que 4 mois d'une session, c'est très court. Non pas pour dépenser de l'argent, mais pour le faire dans le cadre administratif, hein, donc avec facture, avec demande de remboursement, avec transfert des fonds. Tout ça doit être fait avant la fin de la période du projet. Et dans ce contrat, il est bien indiqué que la propriété intellectuelle des produits réalisés appartiendrait aux bénéficiaires, en l'occurrence l'Université de Sherbrooke. Donc, il fallait également indiquer aux étudiants que ce qu'ils allaient produire ne leur appartiendrait pas, appartiendrait à l'Université de Sherbrooke, euh, de manière à avoir leur accord pour ce faire. Il se trouve qu'ici, le produit était collectif et ne tenait pas à des considérations personnelles des étudiants. Donc, ça, c'était une annonce qui a été facile à faire, mais on peut imaginer que cette clause puisse gêner les étudiants dans d'autres domaines éventuellement. S'ils y mettent, s'ils apportent un client personnel, par exemple, s'ils apportent un spécialiste ou des connaissances qui leur appartiennent, peut-être des écrits qu'ils auraient produits, ça n'a pas été le cas ici. Mais on peut imaginer que cette clause de transfert de la propriété intellectuelle puisse devoir être discutée plus avant. Le projet demande évidemment que nous remettions un rapport financier et divers rapports finaux 1 mois après la fin de la période du projet. Alors, vous enseignez tous à l'automne. Vous savez tous que 1 mois après l'automne, c'est janvier. C'est très court, hein. J'ai passé ma période des fêtes pas mal à rédiger des rapports finaux. C'est une contrainte, mais je vous les présente parce que ce sont des contraintes pratiques, mais par rapport aux avantages de la subvention, elles m'ont paru bien légères. Alors concrètement, comment avons-nous utilisé cette subvention sur le plan du déroulement des projets? En traductique, 4 équipes se sont réparties 4 parties du lexique. 2 équipes ont choisi de travailler sur Studio
Une équipe a choisi de travailler sur MemoQ et une sur Logiterm. Je leur ai laissé le choix de l'environnement technologique dans lequel ils voulaient travailler pour les motiver, en fait, en fonction également des objectifs professionnels qu'ils avaient. Certains avaient déjà fait 1 ou 2 stages coopératifs, donc voulaient soit diversifier leur environnement logiciel, soit au contraire approfondir l'utilisation d'un environnement logiciel en particulier. Bref, ça a été leur choix. Les équipes ont passé 2 semaines à faire des recherches, c'est-à-dire chercher des bitextes, chercher des sites de référence, chercher une terminologie à utiliser en interrogeant éventuellement le client. 2 semaines sur la traduction. Les parties étaient relativement courtes, hein. Euh, C'était à peu près 500 mots par équipe, donc c'est vraiment très court. Moi, j'aurais cru au début du projet qu'ils en traduiraient beaucoup plus, surtout avec des logiciels, mais c'est moi-même qui ai limité finalement la quantité à traduire parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Et ça, c'est ce qui, pour moi, constitue l'apprentissage que j'ai fait du pilotage d'un projet d'apprentissage expérientiel. Je pensais que tout ce que j'avais en tête, serait dans la tête des étudiants sur le plan de l'organisation du travail. Or, on a passé beaucoup de temps, et c'est très bien, à expliquer l'organisation du travail, à choisir l'organisation du travail. Donc, qui traduit quoi, qui révise quoi, qui bâtit quel corpus on choisit, comment on l'exploite, à qui on pose les questions. Tout ça a pris beaucoup de temps à mettre en place. Et finalement, donc les étudiants ont passé 2 semaines à véritablement ne faire que traduire et à auto-réviser. Quand je dis auto-réviser, comme c'était des équipes, ça voulait dire une révision par une autre personne de l'équipe. Et puis, on a consacré 1 semaine à faire réviser les projets de chaque équipe par une autre équipe pour un œil neuf. Les échanges avec le client ont eu lieu au fil du projet. C'était des demandes de clarification, des demandes de sources de référence, des demandes de noms de spécialistes. En terminologie, il s'agissait donc de constituer un glossaire. La façon dont ça s'est déroulé, sur 6 semaines, sur 7 semaines, en fait, 1 semaine de présentation par le client, plus 6 semaines de travail. Donc, dans les 15 semaines de la session, euh, on a commencé par accueillir la cliente qui est venue expliquer le besoin d'expression. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le diaporama annoté qui est ressorti de la réunion. Donc, la cliente souhaitait que nous travaillions sur l'innovation universitaire, sur les droits d'auteur, les redevances, les appels de projets, les brevets. Mais évidemment, la cliente n'avait aucune idée de ce qu'était la constitution d'un glossaire, ni de la méthodologie en terminologie. Donc, nous, on a fait des choix pour travailler sur 3 sous-domaines. Euh, donc, on a recadré le besoin du client pour que ça entre dans le cadre de la session et dans le cadre de la méthodologie en terminologie. Donc, 4 équipes finalement ont travaillé chacune sur un sous-domaine pendant 6 semaines dans une salle d'apprentissage actif qui nous est offerte à l'Université de Sherbrooke. Donc, les étudiants, les équipes se mettaient autour d'un îlot chacune où elles disposent d'un tableau blanc interactif, d'entrée HDMI. Elles peuvent projeter ce qu'elles ont sur leur ordinateur, l'ordinateur de chacun, à l'écran pour toute l'équipe. Euh, Ça, c'est un dispositif que j'utilise déjà depuis 5, 6 ans au moins et qui fonctionne vraiment bien pour le travail par équipe, notamment pour les glossaires. Elles ont aussi, ces équipes, échangé avec le client au fil du projet. Elles passaient par moi pour envoyer des courriels aux clients. Certaines ont eu des contacts directs avec le client pour demander des clarifications. Et ensemble, les étudiants du cours ont produit un glossaire de 85 fiches sur l'entrepreneuriat universitaire, qui n'existait pas pour l'essentiel, qui n'existait nulle part. Quelques notions étaient définies par le JDT, mais la plupart n'étaient évoquées que dans les articles scientifiques et les documents d'organismes subventionnaires. On a donc j'ai atteint avec les étudiants, nous avons atteint, pour ce qui est du programme, un objectif, l'objectif de réaliser un apprentissage intégré au travail, puisque nous avons travaillé pour un client authentique, nous avons répondu à un besoin concret et nous avons produit un résultat utile. J'entends par là qu'il sera utilisé. Je ne sais pas à quel point il est utile, mais il sera utilisé. Les contacts, cependant, avec le client et les partenaires restent très encadrés. C'est-à-dire que j'ai vraiment servi de médiateur euh, en,
entre le client et les étudiants. Avant de présenter le projet aux étudiants, j'ai défini avec le client beaucoup de choses. Il serait souhaitable que les étudiants soient plus autonomes sur le projet, aillent eux-mêmes définir le projet, relèvent les obstacles, proposent des solutions, mais tout ça est difficile à faire en 6 semaines. Maintenant que je connais mieux ce genre de contraintes, je peux leur proposer de le faire en 11 ou 10 semaines, mais ne nous leurrons pas, je ne pourrais pas consacrer les 15 semaines du cours. Il y a quand même une semaine de démarrage du cours, des semaines d'examen. Donc, j'ai au maximum 10 semaines à consacrer vraiment à la relation client, mais j'aimerais que la partie réflexive ou la partie relationnelle soit un peu plus présente. Pour l'instant, les étudiants ont quand même beaucoup suivi mes directives. Mes directives venaient du client en partie, mais les étudiants, eux, ont quand même essentiellement suivi les directives que je leur transmettais. Nous avons eu une importante participation étudiante au congrès de l'OTIAC, ce qui était ce que nous voulions, parce que le fait d'intégrer la participation dans le calendrier du cours et le fait de financer cette participation, bien sûr, a encouragé les étudiants à libérer la case dans leur horaire. C'est le but de EKAI, de CWIL, c'est le but de l'organisme et par ses subventions, que les étudiants, en fait, voient leurs contraintes de travail allégées, qu'ils puissent faire moins d'heures dans leur job à temps partiel, par exemple, pour consacrer plus d'heures au projet pédagogique. Donc ça a fonctionné. Les étudiants me l'ont dit d'ailleurs. J'ai pas de données enfin, j'ai pas compilé de données, mais les étudiants m'ont dit oui, j'ai dégagé 2, 3 semaines de travail. J'ai pu le faire grâce à la subvention, grâce à la bourse, et on a eu donc beaucoup plus de participation et au projet et au congrès. J'ai également pu inviter, grâce à la subvention, 2 conférenciers. Notre budget au département est limité pour les conférenciers, donc souvent je ne peux pas me permettre d'inviter qui je veux. Là, j'ai vraiment pu inviter qui je voulais et faire venir Natacha Tata de Montréal, faire venir Vincent Roy d'Ottawa, en leur offrant un cachet qui est ce qu'il est, mais qui a fait qu'ils ont accepté de venir et je les en remercie. Natacha Tata nous a parlé de l'utilisation des outils d'IA dans la traduction aujourd'hui, dans les services professionnels de traduction aujourd'hui. Et Vincent Roy est venu nous parler de l'expérience de constitution d'un glossaire anglais-français pour le catalogue de Lee Valley, il y a déjà, je ne sais plus, 20 ans. Mais c'est vraiment un cas d'école. C'est ce qu'ils ont monté comme méthodologie pour la recherche comment dire, les recherches terminologiques dans le domaine notamment des rabots. C'est l'exemple qu'il nous a donné, était fascinant et il nous a donc fait part d'une expérience très, très concrète. Les étudiants étaient ravis parce qu'ils avaient devant eux un vrai terminologue qui avait fait un vrai glossaire avec des vrais problèmes pour de vrais gens. En fin de compte, les étudiants qui étaient admissibles à la subvention ont reçu entre 500 et 1 600 $. Alors pourquoi cette variation? 500 $, c'était la bourse demandée par personne dans le budget, mais certains étudiants étaient inscrits dans les 2 cours. Donc ils ont partagé à 2 projets et ils ont touché 2 subventions. Et certains étudiants ont en plus touché le remboursement de leur participation au congrès, non pas 2 fois, mais étant donné que certains étudiants avaient dépensé plus que les 325 $ que j'avais prévus, bref, ça c'est un apprentissage pour moi. Euh, il faut une certaine souplesse dans le budget pour pouvoir rembourser des montants différents, en fait, aux étudiants en fonction du fait que ce sont eux qui conduisent la voiture dans lequel ils emmènent 3 autres camarades, dans le fait que certains ont partagé une chambre d'hôtel, d'autres ont loué un Airbnb, d'autres ont logé chez l'habitant. Bref, les dépenses n'étaient pas du tout les mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas anticipé. Moi, j'avais pensé 325, inscription plus frais de transport en autobus. Et en fait, j'ai reçu des demandes de remboursement extrêmement variables. Donc, l'organisme a été assez souple pour redistribuer les montants non utilisés, parce que certains n'ont pas participé au congrès, de manière à rembourser un plus gros montant à ceux qui avaient dépensé plus, d'où la variation des bourses reçues par les étudiants. En faisant le bilan, les étudiants se sont montrés satisfaits qu'on leur propose une expérience, un apprentissage expérientiel, un client authentique, satisfaits de recevoir une bourse
qui les libérait d'obligations de travail, en fait, à temps partiel. Euh, Ils ont aimé l'idée qu'ils faisaient partie d'un groupe qui travaillait concrètement pour un même projet. Ils ont trouvé ça motivant, même si bien sûr ils avaient des réserves. Par exemple, ils auraient aimé que la conférence soit annoncée au début, dans le plan de cours. Certains n'ont pas pu s'y rendre parce qu'elle était organisée en dehors du cours et qu'ils travaillaient à ce moment-là. Si la date avait été annoncée au début du cours, ils auraient bloqué la case. Le genre de commentaire qu'on a reçu et qui sera pris en compte. Mais évidemment, moi, j'ai su quelques jours avant le cours que j'aurais la subvention et que je pouvais inviter quelqu'un. Donc, la conférence a été organisée un peu plus tard. Mais je comprends que c'est quelque chose à améliorer, par exemple, pour la prochaine fois. Le client s'est montré satisfait, bien qu'évidemment, il aura aussi des réserves. Il n'a pas encore entre les mains le produit entièrement fini, puisqu'il y a aussi un travail d'édition sur ce type de produit. Mais le client est satisfait du fait que les étudiants ont produit un glossaire, ont produit un lexique en français. Donc, le client sait déjà qu'il va recevoir un document qu'il ne savait pas comment obtenir, en fait. En traduction, bien sûr, le client aurait pu demander à faire traduire le lexique par des professionnels, mais je vais y revenir, le client ne sait pas ce qu'est la traduction. Donc, il ne savait pas à qui s'adresser, il ne savait pas quoi demander. Le fait que l'activité se passe dans un cadre pédagogique a rassuré le client dans le fait qu'on allait produire quelque chose qui serait conforme, en fait, aux normes professionnelles. Plutôt, par comparaison avec j'appelle n'importe qui et je lui demande de traduire mon document. Je tombe bien parfois, je tombe mal parfois et je ne sais pas la différence. En terminologie, le client s'est montré plus que satisfait. Et quand plus que satisfait, ça n'est pas pour nous jeter des fleurs, c'est pour dire que le client ne savait tellement pas en quoi consistait le travail terminologique que le fait de recevoir un glossaire l'a carrément. Euh, un- donc, euh, je pense rien d'apprendre que les terminologues produisent des je pense que pour moi personnellement, c'est un apport vraiment de valeur de cette expérience parce que je pense qu'il y a une grande sensibilisation à faire des clients sur l'existence du travail terminologique. En l'occurrence, là, l'objectif a été atteint. Le client s'est dit, oh waouh, je pourrais faire, faire d'autres glossaires, des études. Donc, en conclusion, sur le plan pédagogique, la motivation des étudiants pour le projet d'apprentissage s'en est trouvée accrue selon le taux de participation et selon les sondages qu'on a faits après le cours. Bien sûr, certains étudiants peut-être préféraient être moins solides, rester dans l'ombre, il y en a toujours, mais globalement, les étudiants ont manifesté une plus grande motivation en pratique, il s'agit ou simplement d'une évaluation théorique. Ils ont acquis des compétences, pas tous, ceux qui se sont portés volontaires euh, pour entrer en contact avec le client, l'occasion de placer dans un cours, euh, euh, appeler un client pour comprendre ce dont il a besoin. La plupart aux clients, je donne aux étudiants tel besoin dans tel domaine, vous devez faire ci, vous devez faire ça. En l'occurrence, surtout pour la terminologie, les étudiants ont vraiment dû demander en direct au client qui est venu se présenter, OK, vous voulez qu'on fasse quoi? Pourquoi vous voulez qu'on le fasse? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Qu'est-ce qu'on peut vous donner dans ce temps-là? Ils ont dû formuler tout ça. Ce Ils ont également, apprécié et moi j'ai beaucoup apprécié de pouvoir mettre en pratique tout ce que nous leur disons sur la valeur ajoutée professionnelle et la valorisation professionnelle des travaux. Ils ont vu que, comment dire? Quand les étudiants ont posé des questions, par exemple, pour distinguer tel ou tel concept, en traduction comme en terminologie,
la cliente, il va falloir que je travaille pour vous répondre. Il va falloir que moi-même, je cherche des sources et je cherche à expliquer clairement ce qui distingue tel ou tel concept. Merci de m'avoir posé la question. Ça prouve que vous faites le travail sérieusement. Donc, les étudiants se sont rendus compte, évidemment, la cliente était particulièrement consciente de, euh, de l'utilité de faire ce genre de réflexion quand elles sont vraies à des étudiants, une incidence sur, comment dire, le, le- les outils sur le plan que je voudrais vraiment améliorer. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est aussi de faire anticiper à d'autres ces points-là. D'abord, et les doublons, les étudiants inscrits dans 2 cours. Il y a une fait que certains étudiants ont une mention ponctuelle qui n'est pas associée au cours lui-même. Un étudiant qui aurait choisi de reporter son inscription à ce cours-là ben, ne touchera certainement pas la subvention. Des étudiants en ont touché 2 bon, c'est une question à se poser. Je ne dis pas que c'était inéquitable. J'ai été ravie que les étudiants soient contents de ce qu'ils ont touché, mais il y a quand même une question à se poser sur la manière d'attribuer les subventions. Les bourses, pour cette raison-là, j'ai choisi de ne faire qu'une seule demande de subvention pour cet automne. J'ai visé un seul cours, d'abord pour améliorer les étudiants non admissibles également, et je trouve délicate. En l'occurrence, une des étudiantes était une étudiante en échange international, donc n'a pas eu droit du tout à la subvention. Sur le plan de la motivation, c'est assez inégal, évidemment, puisqu'elle se retrouvait à travailler avec des étudiants qui, eux, allaient toucher de l'argent, alors qu'elle n'y aurait pas droit. C'est un problème qu'on ne pourra pas résoudre. J'ai cherché à le contourner en utilisant le montant non utilisé pour lui offrir du matériel pédagogique, mais ça n'a pas passé, enfin ça n'a pas été accepté, à étudier, voir si on peut, d'une manière ou d'une autre, compenser cette non-admissibilité à la bourse par autre chose, par l'organisme subventionnaire. Le budget de participation au congrès, je vous en ai parlé, a été sous-estimé. Il faut que j'y repense. Et puis, la conférence également, je pense qu'il faut soit la rendre obligatoire pendant le cours, soit annoncer la date bien à l'avance. Également, ça, c'est une amélioration plus intéressée de ma part. Je pense que les enseignants, surtout les chargés de cours qui n'ont pas de budget de recherche à gérer, heu, devraient être formés, ou au moins par les pairs, par des gens qui, comme moi, ont eu l'expérience, hem, à la gestion administrative, parce que j'ai découvert des choses. Je veux dire, les délais de paiement, les formulaires pour demander des paiements, hem, le mécanisme simplement de versement de la bourse à l'étudiant m'ont réservé pas mal de surprises. Donc ça demande pas mal d'heures d'apprentissage. Ça serait intéressant de formaliser quelque chose, et c'est pour ça que je parle d'une grille, par exemple, de questions. Un ou une chargée de cours, peut-être aussi un ou une professeure, pourrait avoir une liste des questions à se poser. À qui va gérer mon budget? Comment ça va être versé, et cetera. Et puis, j'ai été surprise par le besoin en heures, le nombre d'heures que j'ai passées à sensibiliser le client à la nature des tâches, en traduction, traductique et terminologie. J'aurais pas dû être surprise, vous allez me dire, mais je l'ai quand même été, surtout pour la terminologie. Alors bon, en traduction, il y a eu les questions, classiques, c'est-à-dire: «Ah bon, vous voulez absolument un document en anglais? Vous pourriez pas traduire du français vers l'anglais?» Mais il se trouve que dans notre programme, c'est de la traduction de l'anglais vers le français. Ça a étonné le client, il a fallu lui expliquer pourquoi. En terminologie, en traductique, on a eu le problème des corpus, dont je vous parlerai dans 2 minutes, mais j'ai presque fini. Et en terminologie, je me suis retrouvée carrément à décrire sur 2 pages, en anglais et en français, parce qu'il y avait des représentants du client anglophone et des représentants francophones, ce qu'est la terminologie et ce que font les terminologues, sur 2 pages, en urgence. Ça a été, intéressant.
Et le client s'en est trouvé bien informé, mais je n'avais pas anticipé que le client aurait besoin de tant d'explications pour comprendre le travail que devaient faire les étudiants. Et c'est vraiment intéressant. Je pensais à creuser cette manière de sensibiliser rapidement, parce qu'il faut que ce soit rapide, un client à ce que nous lui proposons. Sur le plan pédagogique, il va être important pour moi de concevoir une documentation initiale que les étudiants vont consulter avant, en même temps que le plan de cours, en fait, pour dégager du temps que j'ai passé cette fois-ci à leur expliquer en cours de quoi il s'agit, qui est le client, qu'est-ce qu'il attend, que devons-nous faire, etc. Pour ce qui est de la traductique, nous allons chercher à sortir le plus possible l'apprentissage et technologie des séances de classe sous forme de capsules. Nous avons déjà commencé dans un autre projet qui est piloté par le programme, sous forme de tutoriels, sous forme d'ateliers éventuellement, mais j'ai manqué de temps pendant les séances de classe pour gérer l'expérience. J'ai passé beaucoup de temps à expliquer Studio, à expliquer MemoQ, ou à réexpliquer. Donc, il faudrait que comment dire, les réponses aux questions de manipulation des outils soient plus formalisées, qu'il y ait des foires aux questions, des tutoriels plus faciles à consulter pour que en classe, vraiment, on parle du client et du projet un peu plus. Et puis, je me demande si on pourrait déléguer ou systématiser la gestion administrative pour que l'enseignante, en l'occurrence, moi, se consacre, mais ça peut être, non, donc la question vaut pour tout le monde, je crois, se consacre essentiellement à l'amélioration pédagogique. Mais ça, je pense que c'est vrai, vous, les professeurs, vous avez ce questionnement constamment. C'est beaucoup de travail administratif, beaucoup de gestion de budget. Moi, je l'ai découvert. Et ma dernière question, mon dernier point d'amélioration important, en traductique, je n'ai pas atteint l'objectif de l'activité pédagogique que j'avais rêvé parce que je n'avais pas de corpus. J'ai cru que je pourrais demander aux clients de nous fournir des documents de référence anglais, français qu'on pourrait aligner pour en faire des bitextes. Or, le client, comment dire, a eu besoin que je lui explique ce qu'est un texte parallèle. Ça, c'est assez normal, mais même que j'ai besoin que je lui explique ce qu'est un texte pouvant servir de référence terminologique. Enfin, c'est normal aussi. Donc, en fait, j'ai compris que c'était très normal de lui expliquer tout ça, mais ça voulait dire que le client n'avait pas de texte de référence en anglais et en français. Il avait tantôt des textes de référence en anglais, tantôt des textes de référence en français, mais rien d'alignable, pas de glossaire existant. Alors, pour ce client-là, on espère pouvoir continuer le travail. Donc, à force, au fur et à mesure des projets, on va le bâtir, ce glossaire, on va le bâtir, ce corpus, mais ça n'est pas quelque chose que je peux intégrer à l'activité d'emblée en traductique. Donc ça, c'est une question. Et je pensais vous la poser d'ailleurs en tant que membre, certains, enfin la plupart sont membres de la SET, ou en tant que, à la communauté en fait des enseignants en traduction et terminologie. Connaissez-vous des corpus gratuits, des corpus partagés, des corpus achetables, quoi que ce soit qui puisse en fait servir de point de départ à une activité pédagogique en traductique, sans on doive d'abord bâtir nos propres corpus. Ma conclusion, c'est donc un questionnement pour vous tous et toutes. Dans le cadre de votre expérience, avez-vous déjà ou souvent collaboré avec des clients authentiques? Et quelles suggestions me feriez-vous pour accélérer ou pour faciliter le déroulement de ce type de projet? Voilà, je vous remercie. Finalement, j'ai utilisé mon heure. Merci de votre attention et de votre patience. Donc, merci beaucoup, Anne-Marie. Euh, oui, très intéressant. Je peux répondre tout de suite. La question a été soulevée à l'Assemblée générale de la SET concernant les corpus. Tu n'es pas la seule à ressentir ce besoin-là. Ce que j'ai pour toi, c'est qu'au mieux de ma connaissance, il n'existe pas de corpus à visée pédagogique. Peut-être que ça pourrait être ta prochaine demande de subvention, hein, la création de corpus. Oui, Mais, en tout cas, c'est un sujet de recherche vraiment intéressant. mais en tout cas, je pense que ça veut dire qu'il y a clairement un besoin.
sur lequel il faudrait peut-être se pencher, s'interroger, hein, Éric, que notre liste de choses à faire, s'allonge. Heu, Sinon, bon, ben, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires pour Anne-Marie? Vous avez elle nous a posé des questions, donc qui souhaiterait, lui répondre? Ben, juste pour dire félicitations Anne-Marie pour l'expérience, c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai partagé un peu qu'est-ce que j'ai vécu. J'ai fait un projet, nous on appelle ça des PICOM, là, d'intervention communautaire, et ça ressemble un peu à ce type de projet. C'est extrêmement chronophage. J'admire le temps que tu as consacré à tout ce projet-là, surtout compte tenu que ça doit se dérouler dans la session en même temps qu'on donne un cours. Et en plus, comme tu dis, si c'est en l'hiver, c'est épouvantable. Je veux dire, ça s'ajoute à la correction qui est lourde déjà en décembre. Ben, chapeau, franchement, bravo. Merci, mais comme tu sais, c'est un temps qu'on ne sent pas passer non plus, parce que c'est vraiment passionnant. Oui, Mais, oui. mais ça serait vraiment le fun de pouvoir réduire ce temps simplement en bâtissant des formulaires, des listes de questions, des Par choses comme rapport, ça. Mais OK. Moi, j'aurais une suggestion par rapport aux outils. Tu sais, tu dis que tu as passé beaucoup de temps avec l'explication du fonctionnement des outils. Peut-être d'en choisir juste un qui serait comme obligatoire. Parce que là, j'ai compris que tu proposais un choix entre trois outils. Peut-être que ça peut-être augmenter le temps consacré à l'apprentissage de ces outils-là. Peut-être que ce serait une suggestion si jamais, ben, c'est une comme, bonne suggestion. Il va falloir qu'on se pose la question, enfin, comment dire, arbitrer entre d'une part enseigner plusieurs outils dans un cours de traductique, mais d'autre part peut-être n'en mettre qu'un en application dans le projet. Effectivement, ça accélérerait le projet. Ça nous permettrait de nous concentrer sur les difficultés liées à la traduction à l'aide des logiciels et non pas sur les difficultés liées aux logiciels eux-mêmes. Mais d'un autre côté, ça me fait renoncer à un ou deux environnements et puis ça me fait en privilégier un. Donc c'est une question à étudier, mais la suggestion est excellente. Merci. pour la précision aussi, peut-être que d'autres partagent cette question-là. J'ai pas très bien compris la relation entre le e-hub et le CWIL. Donc, la demande de subvention était au e-hub, mais c'est chapeauté par le Oui, CWIL. tout simplement, OK, le carrefour d'innovation iHub, c'est une sous-entité du CWIL. d'accord. Donc, c'est dans les différents programmes que le CWIL propose, il y a le programme de subvention iHub. OK, super, super clair, merci. Christine? Oui, merci beaucoup, Anne-Marie. C'est vraiment fascinant comme expérience et tu nous as expliqué toutes les étapes là. C'est vraiment généreux de ta part d'avoir fait cette présentation. J'ai une petite question et une question un peu plus longue. Premièrement, dans ton budget, est-ce que ça aurait été possible d'ajouter un montant forfaitaire pour toi-même en tant que gestionnaire de projet? Parce que tu n'es pas payé un salaire comme nous. Tu as payé un montant pour un cours et ça demandait beaucoup de temps pour euh, justement, tu parlais des aspects administratifs Non, il n'est pas prévu il est vraiment interdit de interdits. rémunérer les enseignants à Hmm, même ce budget. Moi, j'y trouve mon intérêt hmm, euh, en tant qu'étudiante au troisième cycle en pédagogie, hmm, vraiment, parce que je pense que ça va m'aider à introduire l'apprentissage expérientiel dans d'autres cours hmm, sans avoir tout ce temps d'apprentissage. hmm, Parce que hmm, comme disait Eric aussi, c'est chronophage, mais ça sera moins chronophage une fois que j'aurai comme automatisé le ouais. questionnement sur l'apprentissage expérientiel. Mais Et pour répondre à ta question, pratiquement non. est-ce que tu aurais pu, par exemple, avoir de l'aide pour la gestion, par exemple, un petit montant consacré à un étudiant ou étudiante qui aurait Ça, c'est à pu, creuser. Ouais, ouais. il faut que j'étudie l'appel de projet, l'appel de proposition de cette année. Je crois qu'il y a une possibilité de payer des professionnels. Hmm, Alors, que ce soit des étudiants ou que ce soit je sais pas moi, des vrais professionnels, hein, hmm, des hmm, comptables ou des adjoints administratifs pour se charger de certaines tâches.
C'est peut-être possible. J'ai pas encore bien compris. Ce sont des appels de proposition qui font 35 pages, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour trouver l'information qu'on cherche, il faut déjà se poser la question, il faut déjà l'avoir vécu une fois. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Ouais. Mais peut-être que je peux trouver ça. Mais c'est sûr que le travail qui est déjà fait ou les suggestions que vous me faites vont m'aider à bien déléguer ces tâches-là. Mhm. Donc, si je peux poser une autre question, dans l'apprentissage expérientiel, il y a toujours une dimension réflexive très importante. Moi, j'ai eu des expériences, j'ai fait des projets dans mes cours et j'ai toujours eu demandé beaucoup de réflexion, donc un journal hebdomadaire, un rapport final, une auto-évaluation, évaluation par les pairs. J'ai vraiment travaillé beaucoup cette dimension, mais je pensais que j'étais un peu obligée de le faire parce que ça fait vraiment partie intégrante de l'apprentissage expérientiel. Tu en as pas vraiment parlé. Est-ce que c'est quelque chose à explorer plus ou que tu l'avais juste pas mentionné ou Alors, je l'ai mentionné seulement pour dire que je ne l'ai pas beaucoup exploré dans le cadre du projet subventionné. Mais en fait, avant que j'aie connaissance des subventions iHub, les projets d'apprentissage expérientiel que j'organisais déjà pour les étudiants en terminologie, par exemple, en traductique aussi, enfin, en traductique, il n'y en avait pas, pardon. En terminologie, le travail final, le travail de session consiste toujours à remettre le glossaire sous forme de fiche précédée d'un rapport d'équipe. Et dans le rapport d'équipe, il y a essentiellement les difficultés rencontrées au cours de l'application de la méthodologie, les moyens trouvés pour surmonter ces difficultés. Donc, l'aspect réflexif se trouve essentiellement dans la remise du travail de session. Et il est préparé, cette remise est préparée par des travaux pratiques qui en fait mettent l'accent sur telle ou telle étape de la constitution du glossaire. Donc, quelles difficultés avez-vous rencontrées pour bâtir votre corpus? Remettez-moi votre bibliographie à noter. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour définir votre arbre de domaine? Remettez-moi votre arbre de domaine à noter. Donc, il y a dans le cadre du cours et non pas du projet subventionné une analyse réflexive là où j'ai ressenti un manque où je voudrais atteindre un plus gros objectif dans le cadre du projet subventionné, c'est la réflexion sur la relation client, la découverte des besoins, les échanges de clarification avec le client, la remise du produit final. Vous voyez, par exemple, dans le cadre de la traduction du lexique, donc en traductique, les étudiants m'ont remis leur partie, mais c'est moi qui ai harmonisé le lexique pour le remettre au client. Donc, la partie finale, la plus satisfaisante peut-être, j'en ai privé les étudiants parce que le fait de travailler fort, mais de remettre quelque chose de fini au client et d'avoir sa réaction, ça a été en dehors du cours pour des raisons de temps, tout simplement. Ça serait bien d'arriver à la rentrer dans l'expérience. Je ne pense pas que je vais y arriver cette année, parce que le travail d'édition, le travail de vérification est très, très important. Mais c'est pour ça que je voudrais réfléchir sur la manière de développer cet aspect-là des choses. et même la partie au début où quand il fallait décider qui faisait quoi, puis organiser le projet, puis déterminer les rôles et tout ça, qui était quand même fait en collaboration avec les étudiants. Ça aussi, ça fait partie des apprentissages, hein. Oui, alors ils m'ont donné leur point de vue dans la rétroaction du cours. Euh, mais c'est sûr que je peux beaucoup mieux faire pour leur faire anticiper les difficultés. Mm. Ouais, parce que moi-même, je les ai découvertes, tout simplement, cette fois-ci. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres interventions? Ben, j'ai pas de questions particulières, Anne-Marie, mais je voulais vraiment te remercier parce que je trouve ça fascinant. Déjà, je te dis chapeau là, d'avoir monté tout ça parce que c'est beaucoup de travail, puis c'est par et pour les étudiants. Puis, tu sais, on travaille toujours sur plein de sortes de projets, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça là, qui sont autant axés sur la pratique, puis liés au monde professionnel, avec du budget en plus pour les étudiants. Je trouve ça vraiment fascinant. Je sais pas où tu as trouvé le temps de faire tout ça. Je pense qu'on aimerait tous le faire aussi. Mais comme tu dis, c'est bien de le faire plus qu'une fois parce qu'on apprend beaucoup la première fois. Bref, je vais surtout te féliciter, puis j'en prends bonne note. Puis là, si j'ai compris, Alexandra, ça va être en ligne si on veut y retourner Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Puis
des fois, on n'arrive pas à tout retenir, évidemment, là. Mais Oui, puis l'appel de proposition est en cours. Je pense qu'il est public. En tout cas, il est transmis par les universités. Merci pour ça, Marc. Mais je voudrais aussi souligner que le programme est assez bien conçu parce qu'il y a un volet euh, exploration. J'ai fait la demande dans le cadre du volet exploration. Et ensuite, il y a un volet amélioration, dans lequel je vais faire une deuxième demande. Donc, dans le cadre duquel je vais faire une deuxième demande. Donc, c'est quand même bien conçu pour qu'on le fasse plusieurs fois, justement. Et pour répondre à ta question, où est-ce que j'ai trouvé le temps? Bah, c'est super stimulant de se dire, si je ne trouve pas le temps de boucler la réponse, la demande, je vais passer à côté de 15 000 $. Écoute, c'est rare aussi les subventions de cet ordre-là, encore plus pour les chargés de cours, pour faire des choses intéressantes. Donc, c'est un peu une partie de ma motivation quand même. Ben, Mais merci est-ce pour que tout ça. je peux te poser une question très pratico-pratique? Donc, ces subventions-là, c'est possible pour une personne enseignante de les demander combien de fois? Est-ce qu'il y a des limites ou est-ce que tous les ans, tu pourras soumettre un projet? Je n'ai pas la réponse exacte à sa OK. question. Je sais que je peux, en fait, je pense que tant que je peux justifier d'un souhait d'améliorer l'apprentissage expérientiel, je peux demander une subvention. C'est-à-dire que c'est pas, je crois que ce n'est pas une subvention, si j'ai bien compris, ce n'est pas une subvention à l'existence de projets expérientiels, c'est une subvention à l'amélioration pédagogique des projets expérientiels. Mais j'ai cru comprendre que des collègues à l'université de Sherbrooke ont accumulé des subventions de sorte à ce que, comment dire, et c'est un peu mon objectif aussi, à bâtir une méthodologie de l'apprentissage expérientiel dans leur domaine. Donc, idéalement, il va falloir plusieurs sessions pour le faire. Idéalement, j'aurais un portfolio de documentation initiale, des formulaires à faire remplir aux étudiants, déjà tout prêt. On a eu une présentation récemment là, à l'université de Sherbrooke d'un collègue en musique qui a fait ça, qui a bâti une telle méthodologie que si les étudiants répondent à toutes les questions qu'on leur pose, ben, ils finissent par avoir produit leurs résultats au final et de manière méthodologiquement correcte et de manière Mhm. créativement intéressante. Et ils sont super guidés par une méthodologie. Pour l'instant, cette méthodologie, moi, elle est embryonnaire, elle est orale. Et je pense que tant que je peux dire que je demande une subvention pour encore expérimenter, pour améliorer la méthodologie d'apprentissage expérientiel, j'ai l'impression que ça va être recevable. Merci. T'en prie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires, interventions pour Anne-Marie? Ah, vous avez encore 12 minutes pour prendre le terrain de tennis à l'heure Peut-être à une petite côté. question, Anne-Marie, pour l'évaluation, comment tu as travaillé pour ça? Est-ce que tu as compté sur l'inter-évaluation, l'auto-évaluation, ton évaluation à toi, ou ça a dû être un peu compliqué, j'imagine, non? Ou Pour l'évaluation des travaux pédagogiques ou pour ouais, l'évaluation de la des participation au étudiants, projet? ouais, de tout, là, intégralement. Oui, en fait, j'ai pas changé grand-chose à mon évaluation. J'évalue, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas ajouté d'évaluation de la participation au projet authentique. J'évalue depuis quelques années l'apprentissage, le caractère réflexif sur l'apprentissage. Donc, les TP, les travaux de session, ont une partie remise et une partie réflexion sur ce qu'ils ont appris. Le critère d'évaluation pour moi dans ce genre de projet, c'est avez-vous appris quelque chose? Qu'avez-vous appris? Que referez-vous différemment la prochaine fois? S'ils arrivent à me formuler qu'ils sont partis de tel point de départ, ils ont appris ceci, ils ont compris qu'il faudrait faire ça autrement et mieux, en utilisant quoi, telle ou telle référence pour la prochaine fois, euh, ils s'approchent de la note maximale. Euh, donc c'est une évaluation critériée sur ces critères-là. Clarté de l'exposé, réutilisation des concepts théoriques vus en cours, euh, pertinence du caractère réflexif. Et comme je leur dis souvent dans les expériences, dans ces apprentissages de ce type, plus vous vous êtes planté dans le projet et plus vous aurez une bonne note, en fait. Parce que vous allez m'exposer tout ce que vous avez
eu du mal à faire et comment vous pensez que vous auriez dû le faire mieux. Euh, donc, je pense que l'apprentissage, pour amener ça à un plus haut niveau, un niveau plus général, je pense que l'apprentissage expérientiel a ceci d'intéressant, euh, de faire travailler les étudiants en mode bac à sable. Donc, vous pouvez vous planter, plantez-vous. C'est peut-être plus difficile de se planter quand on a un vrai client, parce que là, il y a du rattrapage à faire pendant le cours ou par mois. Mais plantez-vous, parce que c'est comme ça, comment dire, vous n'allez en tirer aucune sanction. Vous n'allez pas être sanctionné parce que vous êtes trompé. Vous allez au contraire apprendre parce que vous êtes trompé. Et c'est ça que j'évalue de façon holistique dans le rapport qu'ils me remettent. Ensuite, il y a une évaluation par les coéquipiers du travail d'équipe, mais c'est vraiment très minime. Ça joue sur 5 points du rapport final, mais simplement pour les motiver à s'impliquer dans leur équipe. Parce qu'il y a de la gestion de classe parfois, par contre, ça c'est un peu plus ennuyeux. Entre les membres d'équipe, là, tu veux dire, c'est ça? Oui, Ouais. il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent seulement certaines semaines. Alors, Ah, ben, c'est mais très j'ai pas eu beaucoup de intéressant. problèmes. Ouais, c'est bien intéressant comme évaluation. Je trouve que c'est des critères très pertinents qui valorisent l'expérience aussi, les essais-erreurs, comme tu dis. Est-ce qu'il y a une différence entre les projets authentiques ou simulés par rapport à ça Pour ou l'instant, c'est non. Je devrais peut-être me poser la question OK. d'affiner les critères en fonction du fait qu'il y a eu un vrai client ou pas. Qu'il y a eu non, encore une fois, je n'évalue pas du tout la gestion de la relation client, alors que c'est une nouveauté qui est apportée par les projets authentiques. Ça, j'ai pas encore réussi à le faire rentrer dans un cadre pédagogique d'évaluation. Parce que ce ne sont pas des compétences qui font partie des objectifs du cours. Mhm. Puis Ça c'est fait partie difficile des à objectifs de évaluer. l'expérience, mais pas Il des objectifs du cours. faut que tu sois témoin en quelque sorte de aussi ce qui se passe entre le client et l'étudiant. C'est pas évident d'être témoin de ça, là. Non, et puis encore une fois, je dis ce qui me gênerait le plus peut-être, c'est que ça fait pas partie des objectifs du cours. Ça les motive à participer à l'expérience. Avoir une vraie personne devant eux qui leur dit: «Ah ouais, c'est une bonne question, moi-même je sais pas», ça les forme. C'est peut-être plutôt au niveau programme, en fait, qu'on pourrait évaluer si, cours après cours, expérience après expérience des différents collègues, à quel point ça contribue à former une certaine assurance, ça leur apprend à exercer leur rôle conseil, mais c'est difficile à évaluer dans le cadre d'un seul cours. Parce qu'en terminologie, ils doivent apprendre à appliquer la méthode terminologique. Ils ne sont pas censés apprendre à gérer un client. Ça serait plus le cadre d'un cours de réalité professionnelle. Et là encore, on n'est pas dans un programme de gestion ou de commerce. Donc, pour moi, ça me paraît un peu délicat, mais la question n'est pas. Enfin, j'ai pas eu beaucoup le temps d'y réfléchir encore. Ah, merci beaucoup. Très bien. Très intéressant. Merci à tout le monde pour les commentaires. Donc, est-ce qu'il y aurait une dernière intervention in extremis? Un grand merci, Anne-Marie, et Merci tout le merci monde. d'avoir partagé avec nous cette expérience-là. Je pense que tout le monde Merci, Loïse. va être d'accord avec moi. C'était très intéressant et très enrichissant. Ben, ça m'a beaucoup plu de vous le présenter. En tout cas, merci pour tous les commentaires et votre écoute. Puis si vous avez d'autres idées par courriel après, n'hésitez pas. Merci.